Bonjour à tous. Donc, merci de votre présence, de votre fidélité. On est un peu moins nombreux que d'habitude, je constate ça. Je pense que la concurrence d'Eurosatori et de multiples événements du mois de juin explique peut-être cela. Et puis, peut-être aussi le choix qu'on a fait d'un sujet en apparence un peu décalé. Qui est de parler des États-Unis maintenant, alors que, bien évidemment, les regards de la communauté stratégique française sont plus tournés en ce moment vers les problématiques franco-françaises. Et donc, on l'a fait la dernière fois. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient là et c'était intéressant. Mais il nous paraissait tout aussi intéressant, peut-être même plus à certains égards, compte tenu du fait que pour ce qui est du débat franco-français, nous sommes loin d'être fixés à l'heure qu'il est, de nous tourner un petit peu vers l'Atlantique et vers le débat américain. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est, et ça n'a échappé à personne, également aux États-Unis dans une année électorale. Et donc on est bien au cœur d'un sujet et d'un sujet qui bouge pas mal. D'une année électorale qui peut-être, à la différence de ce que l'observateur éloigné pourrait penser, n'est pas une formalité pour le président Obama, avec une campagne Romney qui est en train de se mettre en place maintenant à plein régime, après avoir un petit peu souffert pendant les primaires. Mitt Romney est maintenant un candidat, je dirais, tout à fait fort et à même, en tout cas, d'être un challenger difficile pour le président Obama, qui suscite toujours, on en parlera sans doute, dans une frange de l'opinion américaine, un rejet assez fort. C'est aussi intéressant de revenir sur l'Amérique, parce qu'après 4 ans d'une présidence Obama qui a été marquée par beaucoup d'initiatives dans le domaine de la politique étrangère, de la défense, on se souvient de mouvements importants dans le discours nucléaire, récemment dans le discours sur l'Asie, de révision assez significative de la politique de sécurité nationale, de la National Security Strategy, de la QDR, donc de la Quadrennial Defense Review, mais aussi des grands virages qu'ont constitué à la fois le retrait d'Irak et le retrait annoncé d'Afghanistan. Donc on a quand même pensé que c'était intéressant et utile de faire un petit arrêt sur image au moment où cette élection présidentielle américaine va s'ouvrir sur la politique étrangère, la politique de défense américaine, en se disant que, après tout, rassembler quelques-uns des bons experts parisiens sur ces questions-là était une occasion assez utile à la veille de l'été d'agiter nos méninges sur un sujet qui va nous occuper beaucoup pendant le second semestre de cette année, au fur et à mesure que la campagne électorale va monter. Alors, vous avez vu qu'on va parler à la fois de politique étrangère et de stratégie américaine au cours de cette journée. On va le faire, je dirais, d'une manière un petit peu assez logique, en commençant par la politique extérieure, puis en passant aux grands dossiers de sécurité et aux évolutions de la politique de défense. L'idée qui me semble vraiment, le point qui serait pour moi le fil conducteur de la journée, et une des questions que je poserai aux intervenantes de cette matinée, c'est de voir en quoi finalement la promesse d'Obama a été tenue sur les grands dossiers de politique étrangère. C'est évidemment le cas avec la question du reset, mais de manière plus générale, est-ce que le très haut niveau d'ambition qui était affiché par le président Obama en arrivant et qui avait conduit un certain nombre d'observateurs à s'interroger finalement sur le fait de savoir si ce niveau d'ambition serait tenable et s'il parviendrait à mettre en œuvre les objectifs assez
assez élevés qu'il avait placés au début de sa présidence. Et finalement, on voit un petit peu une boucle bouclée, si je pouvais formuler ça d'une manière un petit peu critique, en disant que, par exemple, il est arrivé avec la politique de la main tendue vers l'Iran. On en est toujours, après une phase, je dirais, où ça tournait un peu en rond, on en est toujours à la politique de la main tendue vers l'Iran, avec un Iran qui a progressé dans ses ambitions nucléaires. Il est arrivé en disant qu'il ne souhaitait pas la confrontation avec la Russie et qu'il souhaitait le reset avec la Russie. On en est aujourd'hui à se demander s'il ne faut pas appuyer de nouveau sur le bouton reset avec un président Poutine qui n'a pas manifestement pas l'intention de lâcher du lest dans la relation avec une administration Obama qui n'est pas encore réélue. Dans la question de l'Asie, au fond, le président est arrivé en parlant de G2 avec la Chine et termine avec une nouvelle stratégie de défense, une révision de la stratégie de défense en Asie qui parle de pivot vers l'Asie-Pacifique et de réorientation du dispositif militaire vers cette région, ce qui est une position plus proche, je dirais, du mainstream républicain que de la position initiale. Donc tout ça passe pas pour critiquer une administration américaine qui aurait eu, qui, comme tous les gouvernements de la période des 5 années écoulées, a eu à gérer énormément de crises et a finalement fait beaucoup de pilotage à vue, souvent assez réussi d'ailleurs, des grands dossiers internationaux, mais pour souligner qu'au fond, la question de l'ambition de départ me semble, de ce retour sur l'ambition de départ me semble particulièrement intéressant. Alors, pour lancer donc cette journée, je suis très content d'accueillir plusieurs chercheuses. On dit que le milieu de la recherche stratégique n'est pas assez féminisé. On essaie de démontrer le contraire aujourd'hui. Vous verrez toutes sortes de... ce n'est pas un souhait à la mode de parité qu'on a cherché à tenir, mais simplement parce qu'il y a à la FRS et en dehors de la FRS d'ailleurs, des chercheurs absolument excellents et que des chercheuses absolument excellentes et qu'il n'y a pas de raison de ne pas leur donner aussi souvent la parole. Donc je ne sais pas, parce que ça n'est pas dans cet esprit-là que nous l'avons fait, si nous avons tenu la parité pour la journée, mais en tout cas, je suis très content d'accueillir plusieurs amis et chercheurs qui sont vraiment tout à fait remarquables sur ces questions. Et donc, on a dans l'organisation de cette table ronde et de la journée fait une place assez importante aux équipes de la FRS parce que naturellement, les États-Unis font, comme à l'IFRI ou ailleurs d'ailleurs, partie des sujets auxquels chacun est confronté dans son travail de chercheur quotidien. Mais en même temps, il était tout à fait normal d'inviter Laurence Nardon pour ouvrir en quelque sorte cette table ronde avec une réflexion sur les ambitions de la politique étrangère américaine, avant de nous tourner vers Valérie Niquet et Isabelle Facon sur les aspects asiatiques et russes de cette politique étrangère. Laurence, je te donne la parole et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Oui, cette invitation m'honore tout à fait. Et je remercie la FRS de m'avoir confié cette tâche de parler en premier dans cette journée sur les États-Unis. Donc effectivement, moi je vais parler plutôt de la politique étrangère. Et on m'a donné un sujet, une politique extérieure aux ambitions réévaluées, qui en fait pose une question extrêmement vaste et assez complexe. Et qui va au-delà, je pense, en tout cas que je voudrais situer au-delà de la présidence Obama, tout simplement. Puisque quand on parle, comme tu l'as dit, avec les différentes zones géographiques et différents sujets, des inflexions assez fortes de la politique américaine depuis 4 ans, on peut parler en fait de 2 choses qui sont le balancement qu'on a vu avec l'arrivée d'Obama entre des politiques plutôt portée par l'hubris qui était celle de l'équipe Bush dans les 8 années précédentes, au lendemain du 11 septembre notamment, et le passage à une politique affirmée d'emblée comme plus multilatéraliste
et peut-être moins dominatrice, qui était celle qu'affirmait vouloir mettre en place Obama. Donc il y a un balancement comme celui-là que l'on peut lire, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, mais au-delà de cela, cette réévaluation possible des ambitions de la politique étrangère américaine, elle pose aussi la question du déclin des États-Unis, puisque, comme vous le savez, il y a en ce moment aux États-Unis, dans le cadre de la crise économique très dure qu'ils traversent, et puis vis-à-vis de la montée d'autres puissances, le Brésil, Russie, Inde, Chine, enfin les BRICS que vous connaissez bien, il y a la résurgence d'un débat sur le déclin de la puissance américaine, un débat qui n'est pas nouveau, qui existait déjà sous Carter dans les années 70, mais qui revient en force aujourd'hui avec l'idée que peut-être les États-Unis, finalement, comme Rome, auraient achevé leur période de grande puissance. Théorie qui tient, à mon avis, pas vraiment la route, mais qui montre en tout cas un certain doute et une certaine angoisse dans les élites américaines. Certains représentants prestigieux de cette élite sont tout à fait contre cette idée de déclin. Vous avez sans doute vu ou lu ou entendu parler du livre de Robert Kagan qui est sorti l'an dernier, The World America Made, et dans lequel, lui, pour le coup, dénonce totalement toute idée de déclin. L'Amérique est toujours là. Alors, c'est un petit peu dans cette optique que je voudrais discuter très rapidement, parce que je crois que j'ai 10 minutes, c'est ça ? Très bien. Alors, donc, ce que je voudrais faire avec vous, si vous voulez, c'est regarder un tout petit peu ce qu'a fait Obama dans les 4 années qui viennent de s'écouler, et puis regarder un petit peu ensuite les plateformes des 2 candidats pour les élections de novembre prochain. Alors, la première chose à dire, c'est que, comme vous le savez, la science politique et la politique étrangère ne sont pas des sciences exactes, et donc les mêmes faits sont toujours et systématiquement soumis à des interprétations tout à fait différentes. Les sciences politologues ont étudié la politique étrangère des États-Unis, et puis on en voit plusieurs axes, plusieurs tendances se dessiner. Vous avez tous à l'esprit la typologie de Walter Mead, qui n'est pas si ancienne que ça, où il voit certains présidents qui vont être plutôt wilsoniens, c'est-à-dire des idéalistes qui s'engagent dans la politique internationale, les présidents qui sont plutôt unilatéralistes et les présidents qui sont plutôt isolationnistes. Enfin, il y a voilà, des typologies de présidence comme celle-là. Et comme je le disais tout à l'heure, dans cette optique, la présidence d'Obama s'inscrit tout à fait dans les présidences de type réaliste et multilatéraliste. Il y a un ouvrage auquel je vous renvoie, si vous le souhaitez, qui vient de sortir, qui s'appelle Bending History, qui a été écrit par 3 chercheurs de la Brookings, qui sont Michael O'Hanlon et puis Martin Indyk, enfin des gens assez connus dans le circuit. Et eux appellent la politique d'Obama, ils la désignent sous un vocable, le vocable suivant, ils l'appellent une politique de pragmatisme progressif. Alors pragmatisme, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'idéalisme, on ne va pas être comme les néoconservateurs à exporter la démocratie malgré, ou enfin en dépit des réalités. Et puis progressif, donc le deuxième terme, pragmatisme progressif. Progressif, en fait, c'est un nom de code aux États-Unis pour dire plutôt de gauche. Contrairement aux conservateurs qui sont plutôt de droite. Donc, ces 3 chercheurs passent en revue tous les thèmes que Camille a cités tout à l'heure, la Russie, la Chine, le nucléaire, etc., en montrant comment Obama a été pragmatiste et plutôt, on dirait, nous... on va dire progressif aussi pour cette matinée. Évidemment, les 3 chercheurs semblent approuver cette démarche. Il est évident que pour quelqu'un comme Robert Kagan, que je citais tout à l'heure, cette démarche est tout à fait condamnable, puisqu'elle va dans le sens d'un affaiblissement de l'Amérique. Et alors, comme je vous disais que les interprétations sont tout à fait divergentes, un autre chercheur qui s'appelle Timothy Lynch, et qui est chercheur à Melbourne, je crois, défend l'idée qu'au contraire, Obama n'a pas du tout changé de politique par rapport à Bush. On le voit dans sa gestion du surge en Afghanistan, la poursuite de Ben Laden jusqu'à sa mort. Et pour lui, il a continué la politique finalement relativement impérialiste et interventionniste, en tout cas, de Bush, en utilisant simplement une attitude et un vocabulaire différents. Alors, l'histoire tranchera. Je ne suis pas sûre que cette
analyse-là soit majoritaire en ce moment. Mais bon, je voulais la citer pour être tout à fait exact dans mes propos. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui dans la campagne, c'est que Obama joue en tout cas d'une image assez ferme. Il cherche à apparaître, au contraire de beaucoup de présidents démocrates, de candidats démocrates dans l'histoire, qui ont beaucoup souffert d'être vus comme faibles en termes de politique étrangère. Obama cherche en ce moment à apparaître comme un président assez ferme qui dit son fait aux autres pays. Bon, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les 4 ans précédents, puisque vous vous souvenez de son camouflet avec Benjamin Netanyahou, par exemple, pour citer d'autres cas de faiblesse. Mais enfin, en tout cas, en ce moment, il travaille sur la possibilité d'apparaître comme un président plutôt solide. Et j'en veux pour preuve la fuite très récente dans la presse américaine du fait que les listes de cibles pour les drones américains étaient revues personnellement par le président Obama. Fuite qui a possiblement été organisée par la Maison-Blanche et qui est une tactique électoraliste pour novembre prochain tout à fait évidente et qui porte ses fruits, puisque à l'heure actuelle, Obama a de meilleurs résultats dans les sondages sur les questions de politique étrangère que Mitt Romney. C'est-à-dire qu'il apparaît plus crédible aux yeux de l'opinion américaine, et ça n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, donc il faut bien le remarquer. Alors, j'avais préparé un petit développement sur les différentes actions suivant les zones géographiques, mais je vais passer, parce que je vais passer. Et je vous propose de nous tourner maintenant vers la plateforme de Mitt Romney pour les élections de novembre prochain. Alors, que dit Mitt Romney en matière de politique étrangère ? Bon, alors donc jusqu'à présent, ex-gouverneur du Massachusetts, il n'avait quasiment aucune expérience en matière de politique étrangère. Et comme c'est un individu qui a parfois changé d'avis, notamment sur les sujets sociaux, vous savez, son attitude sur l'avortement, sur le mariage gay, etc., a évolué. Donc, en matière de politique étrangère, il y avait un petit flou autour de son attitude, notamment en octobre dernier, lorsque la liste de ses conseillers en politique étrangère a été connue et qu'on a pu voir que dans la dizaine de conseillers qu'il avait adjoints à son équipe pour construire son programme, qu'on appelle une plateforme, il y avait un tout petit peu toutes les tendances à la fois du Parti républicain et plus largement du mouvement conservateur. Il y avait un tout petit peu toutes les tendances représentées dans l'équipe de ses conseillers. Alors, quelles sont ces tendances ? Vous savez que quand vous êtes républicain ou conservateur aux États-Unis, vous pouvez avoir des opinions, des choix en politique étrangère qui sont totalement divergents, puisque ça passe des libertariens comme l'ex-candidat Ron Paul. Enfin, il est toujours dans la course ou pas ? Je crois qu'il est toujours nominalement dans la course. Enfin bon, il est très loin derrière. Donc Ron Paul, comme tous les libertariens, est d'un isolationnisme de principe tout à fait radical. Donc des isolationnistes, les néoconservateurs que l'on connaît bien, qui sont historiquement d'anciens démocrates qui sont passés du côté républicain pour porter les idéaux de démocratie dans le monde. Donc c'est des gens qui sont interventionnistes pour le bien de l'humanité. Il y a ensuite, je les cite également parce qu'ils ont un poids important, les chrétiens fondamentalistes qui sont très importants dans le sud des États-Unis, qui sont vraiment une partie large de l'électorat républicain. Ces chrétiens fondamentalistes sont guidés en politique étrangère avant tout par un sionisme extrêmement vigoureux, qui ne résulte pas d'un philosémitisme particulier, mais plutôt d'une vision très religieuse des choses, une vision millénariste, etc. Enfin, c'est un petit peu complexe, je pourrais y revenir, mais enfin, en tout cas, ils sont guidés avant tout par le soutien à Israël. Et le reste ne leur importe pas beaucoup. Et puis, ceux qui sont sans doute les plus traditionnels, qui sont, on va dire, des impérialistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que l'Amérique doit se défendre, qu'elle a tout à fait légitimité à intervenir pour se défendre, et qu'elle est la première puissance mondiale et qu'elle doit le rester. Ça, c'est vraiment tout à fait mainstream, je dirais. Alors donc, il y avait un certain nombre de représentants de ces différentes tendances au sein de l'équipe Romney. Et puis là, plus récemment, on a vu, on semble, je cite un article du National Journal il y a une semaine, on semble voir que Romney s'exprime
et prend position plutôt sur cette dernière tendance que je vous ai citée, c'est-à-dire la défense de l'Amérique pour elle-même. Excusez-moi, j'espère que ce n'est pas grave. J'ai peur. Silence. J'aurais dû faire ça avant, excusez-moi. Et donc Romney semble avoir pris parti récemment pour la dernière tendance que je vous citais, c'est-à-dire les défenseurs de l'Amérique parce qu'elle est number one. Et on cite beaucoup le slogan de politique étrangère qui était celui de Reagan, c'est-à-dire « Peace through strength », c'est-à-dire la paix dans le monde à travers la force de l'Amérique. Il a pris certaines positions, il a resserré son équipe autour de quelques conseillers qui sont vraiment plus de cette obédience. Et puis on voit apparaître certains projets, donc par exemple une hausse du budget de défense et notamment une hausse du nombre de bateaux de la Navy qui seraient construits par an. Enfin ça c'est une des réclamations qu'il fait. Bon, la défense d'Israël, ça c'est aussi quelque chose d'important. La dénonciation d'une attitude trop faible d'Obama sur la Russie, la Chine, donc ça Valérie et Isabelle vont en parler, mais aussi bien sûr sur l'Iran. Et puis sur le terrorisme, il réclame une politique plus stricte, puisque évidemment, il a beau jeu de dénoncer les projets de fermeture de Guantanamo d'Obama qui n'ont pas réussi. Lui, pour sa part, a déclaré vouloir doubler la population de Guantanamo dès qu'il serait arrivé à la Maison-Blanche. Bon, donc voilà ce qu'il dit en ce moment. Et pour conclure, je voudrais dire juste deux choses, c'est que bien évidemment, comme dans la plupart des campagnes présidentielles aux États-Unis, la politique étrangère ne joue pas un grand rôle. C'est vraiment pas vraiment ce qui intéresse les États-Unis. Et donc, il y a 4 débats présidentiels prévus à la rentrée. Donc, ils auront l'occasion d'en parler, mais ça va certainement pas être un des sujets fondamentaux. Il y a vraiment plutôt l'économie. Et puis, deuxième point et dernier point, pour revenir à la question de départ que je posais, qui était finalement dans cette réévaluation des ambitions américaines, est-ce que c'est le passage d'une attitude à une autre qui est plutôt quelque chose de régulier aux États-Unis et qui dépend de la personnalité du candidat et de l'humeur de l'opinion. Donc est-ce que le passage de Bush à Obama, puis de Obama possiblement à Romney, va introduire un changement de cet ordre, mais qui n'est finalement que dans l'ordre des choses et qui sera retourné ensuite? Ou est-ce qu'on assiste ici à une évolution définitive de la politique étrangère américaine qui correspondrait à un affaiblissement durable et définitif de la puissance américaine? Franchement, moi, je ne le crois pas. Même si la crise est très grave et que d'autres puissances montent, je pense qu'il faut faire confiance à la grande capacité de résilience de la puissance américaine. Je pense que l'économie peut rebondir, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment attendre avant de porter un tel jugement. Et puis, alors ça, je vais dire ça pour introduire Valérie. Je pense que franchement, par rapport aux autres puissances que l'on voit dans le monde, et notamment la Chine, les États-Unis conservent à la fois un projet universaliste de porter des choses dans le monde, de porter un modèle, la démocratie dans le monde, et puis ils portent aussi une puissance culturelle qui n'a pas d'égal dans le reste du monde. Et par exemple, je suis sûre que Valérie pourra le faire, mais par exemple, pour ma part, je ne peux pas vous citer aujourd'hui 3 films chinois, enfin si peut-être des films, pas 3 séries télévisées chinoises, pas 3 chansons chinoises, je ne peux pas vous en citer parce que je pense que seule la culture américaine, française aussi bien évidemment, mais on parle des États-Unis, seule la culture américaine aujourd'hui a ce pouvoir de séduction réellement mondial, et donc je pense que la puissance américaine n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup, Laurence. Merci d'avoir, je dirais, planté le décor. Pas seulement sur Obama, mais aussi sur Romney. Je crois que c'est intéressant. Peut-être que dans les questions, je te demanderai de revenir aussi sur la place du Congrès sur ces questions, parce qu'on est dans quelque chose qui est intéressant, qui va peser sur le dispositif, hein, me semble-t-il. Et en particulier, je pense que c'était très important de poser ce débat sur le déclin, parce que c'est un des nombreux points communs entre la France et les États-Unis, c'est les grands débats sur le déclin. Et simplement, il me semble que dans le cas américain, les annonces successives du déclin américain, dans les 3 dernières décennies, ont assez souvent été cruellement démenties. Le grand débat de la fin des années 80, après le livre de Paul Kennedy, qui justement marquait cette idée d'une fin de cycle,
d'une puissance qui aurait été trop portée sur le militaire et qui donc se serait isolée. Paul Kennedy, qui est un grand intellectuel, annonçait le siècle du Japon et le déclin américain. La décennie suivante a vu les Japonais entrer dans une stagflation durable dont ils ne sont pas encore sortis, et les États-Unis connaître une décennie de croissance en réalité pas très éloignée des taux de croissance, je dirais, des pays, peut-être pas des dragons asiatiques, mais en tout cas de pays avec une croissance bien supérieure à celle qu'on connaissait en Europe, c'est-à-dire plutôt 4-5 points de croissance régulièrement pendant toute la décennie Clinton, point d'ailleurs sur lequel Clinton, à la fin de son mandat, se flattait d'un grand succès en disant que ces 2 mandats ont été la plus belle période de croissance de l'économie américaine depuis bien longtemps, et ça c'est en tout cas depuis les 30 glorieux, depuis le début de la crise, et avec un rebond fondé à la fois sur les nouvelles technologies et sur l'innovation, etc., etc. Donc je crois que sur tous ces sujets-là, il convient d'être assez attentif et de regarder le débat décliniste américain avec, je dirais, en le mettant en perspective avec ce qui a précédé. Je me tourne tout de suite vers Valérie Niquet, maître chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, qui va regarder un aspect particulièrement intéressant de la politique étrangère américaine, qui est cette relation américano-chinoise, où, comme je disais, on est passé du G2 au pivot, et donc du souhait de nouer une relation privilégiée, notamment sur les questions économiques, à une posture beaucoup plus classique, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça. Valérie ? Non, c'est à peu près résumé. Donc, donc pour rebondir sur ce que disait Laurent, c'est peut-être le propre des grandes puissances ou des grands esprits, justement, d'avoir conscience de leur faiblesse. Et c'est, à mon avis, ce qui manque cruellement à la puissance chinoise aujourd'hui, qui s'est embarquée dans une stratégie extrêmement offensive dans sa zone, avec un problème de calcul qui débouche sur l'état dans lequel se trouve actuellement la relation entre la Chine et les États-Unis, qui est mauvais. En fait, c'est une relation que souvent, par prudence, les 2 parties, et surtout d'ailleurs la partie chinoise, aimaient présenter comme une relation de toute première importance, sans d'ailleurs établir de distinction sur ce que signifie cette importance, parce qu'une relation peut être importante dans un sens positif, c'est ce que les Chinois ont longtemps voulu croire, elle peut l'être aussi dans un sens négatif, et on voit que c'est sans doute aujourd'hui ce que les États-Unis ont à l'esprit lorsqu'ils parlent de la relation entre Pékin et Washington. Et Pékin aussi aimait souvent établir une sorte d'équilibre, au moins sémantique, en parlant d'une relation d'autant plus importante qu'elle a lieu entre la plus grande puissance en développement, la Chine, selon Pékin, et la plus grande puissance développée dans l'esprit des Chinois. Évidemment, les termes les plus importants, c'est les plus grands. Donc, c'était une forme d'adoubement, de la puissance chinoise, de mettre en parallèle les 2 puissances américaines et chinoises, et surtout d'insister sur la spécificité et l'importance de cette relation. Mais donc, encore une fois, on est parti d'une position effectivement idéaliste d'Obama, pas uniquement d'Obama. La notion du G2, elle ne vient pas tellement d'Obama, elle est venue beaucoup du camp républicain, justement, et c'est là qu'on voit bien qu'il y a de grosses différences, de gens comme Kissinger, par exemple, qui mettent continuellement en avant, en restant dans un espace stratégique qui était plutôt celui des années 70 que celui qu'on connaît aujourd'hui, une relation privilégiée, une sorte d'alliance objective entre la puissance chinoise et la puissance américaine. Mais cette vision des choses et l'idéalisme d'Obama a été très rapidement rattrapé par la réalité stratégique en Asie, qui est beaucoup moins apaisée que ce qu'il avait pu espérer initialement. Et si cette relation est difficile et même très conflictuelle, comme on l'a vu récemment, c'est qu'elle résulte d'un double malentendu, en tout cas d'un malentendu à la fois du côté chinois, américain
américain initialement, et du côté chinois. Du côté des États-Unis, on l'a vu, il y a eu ces espoirs, on reprend encore une fois cette expression de la politique de la main tendue qui s'adressait bien à l'Iran, on l'a mentionné, mais qui s'adressait aussi à la Chine. Obama et les États-Unis ont voulu marquer leur intérêt historiquement. D'abord, Obama est né à Hawaï, on sait qu'il a été éduqué en Indonésie, donc il a voulu véritablement montrer son intérêt à la fois pour l'Asie et pour la Chine, et par des gestes très concrets de bonne volonté, puisque la première visite de Hillary Clinton, à peine Obama installé en février 2009, a été pour la Chine, et où elle a soigneusement, lors de cette première visite, mis de côté la question des droits de l'homme en reprenant le discours chinois sur une vision stratégique qui éviterait d'aborder trop clairement les sujets qui fâchent. Les Américains ont aussi voulu mettre en place un dialogue stratégique et économique plus important avec Pékin, avec plusieurs réunions, dont la première s'était également tenue à Washington en 2009. Et là, on a mis en avant les notions d'interdépendance, de gestion commune de la crise économique qui prenait de l'ampleur. En novembre de la même année, Obama s'est également rendu en Chine pour montrer l'importance de cette zone. Donc, encore une fois, il y avait de la part des États-Unis une volonté très positive de reconnaître à la fois l'importance de l'Asie et l'importance de la Chine en Asie, particulièrement dans un contexte de crise financière et économique majeure, et en mettant aussi en avant cette relation de codépendance ou d'interdépendance entre, on le sait, d'un côté un marché américain qui, pour la Chine, est le deuxième, si on met l'Union européenne étant le premier, et donc très important pour les produits chinois, et également pour les États-Unis, le fait que la Chine est aujourd'hui le premier prêteur aux États-Unis. La Chine détient presque 1 200 milliards de dollars en bons du Trésor, un peu devant le Japon, donc effectivement joue un rôle très important dans les équilibres économiques aux États-Unis. Donc, il y avait ce discours sur les intérêts communs qui devait l'emporter sur d'éventuelles divisions, tout ça dans un contexte d'urgence économique globale. Mais ces espoirs américains et cette stratégie de la main tendue a été très rapidement déçue. À plusieurs périodes au cours de l'année, très vite au cours de l'année 2009, il y a eu le sommet de Copenhague, où à la fois Obama a été snobé par le Premier ministre Wen Jiabao et aucun résultat n'a abouti. Il y a eu également cette visite en Chine du président en novembre 2009 qui s'est mal passée, où là aussi le président a été, selon les Américains, très mal reçu. Et également, ensuite, il y a eu des réactions très vives que les Américains ont jugées trop importantes de la part de Pékin lorsqu'il y a eu une réception du Dalai Lama, alors que les Américains avaient pris soin de retarder cette visite, et les ventes d'armes à Taïwan qui, selon les Américains, encore une fois, étaient très limitées par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Donc il y a eu cette accumulation de tensions qui a rapidement fait dérailler les espoirs qui avaient pu être mis dans cette relation. Et à l'inverse, en Chine, Pékin avait interprété cette amélioration, enfin cette main tendue de la part des États-Unis très rapidement, quand on lisait les textes chinois, comme une preuve de faiblesse dont il fallait profiter, et ouvrant une sorte d'opportunité stratégique pour le retour ou une attitude plus offensive de la Chine en Asie, et aussi une sorte de reconnaissance par les États-Unis implicite de la suprématie de la Chine dans sa région. Et donc, c'est là que se situe ce deuxième malentendu, c'est que pour la Chine, on a une véritable déception en voyant aujourd'hui, comme on le signalait, ce mouvement de pivot ou de retour des États-Unis dans la zone, qui ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui, mais qui date déjà du début des années 2010, et qui repose sur une mauvaise analyse, et là on en revient au thème du déclin, de l'effondrement de la capacité des États-Unis, en particulier dans la zone Asie. On avait une Chine qui apparaissait comme, surtout à la faveur de la crise économique, comme non plus tellement émergente, mais véritablement triomphante. Une Chine qui semblait surfer sur la crise avec plus de 10% de croissance. Une Chine qui a été très vite intégrée au G20. C'était donc une reconnaissance véritable de la puissance chinoise. On avait
aux yeux de Pékin, ce qui était perçu comme le triomphe d'un modèle chinois qui lui-même était très consciemment opposé à un modèle libéral démocratique dont le chef de file était les États-Unis. Et par ailleurs, un modèle chinois qui s'exportait en Afrique, en Asie centrale notamment, mais également dans le backyard des États-Unis jusqu'en Amérique latine, avec une attitude très offensive sur tous ces terrains de la part de Pékin. Et face à ça, aux yeux de Pékin, des États-Unis terrassés par la crise, en récession, et surtout stratégiquement toujours engagés dans la guerre contre le terrorisme, en Irak d'abord et puis en Afghanistan. Donc, fort de cette analyse très optimiste de la part de Pékin, la Chine a considérablement, on a vu un basculement des ambitions chinoises dans sa zone, ou au moins dans leurs expressions, et une multiplication des sujets de tension sur tout le pourtour chinois avec les alliés des États-Unis et avec d'autres également, au point que certains se sont interrogés sur l'abandon par la Chine d'une stratégie traditionnellement prudente qui avait été mise en place par Deng Xiaoping à la fin des années 70, où la Chine, pendant sa période de développement, en mettant l'accent sur la nécessité du développement, finalement préférait prendre son temps, cacher son jeu, selon les traductions, et éviter donc à la fois la confrontation et de trop grandes responsabilités sur la scène internationale. Donc on s'interroge sur un basculement de cette stratégie. L'attitude plus agressive, perçue en tout cas comme plus agressive de la Chine en Asie, ça a été en mars 2010 un discours ensuite renié, mais revenant d'une manière récurrente, sur les intérêts vitaux de la Chine en Asie, qui n'étaient plus uniquement concentrés sur Taïwan, évidemment, mais aussi le Tibet, le Xinjiang, enfin tout le pourtour chinois, qui fait partie, selon Pékin, de l'espace géographique chinois, mais des intérêts vitaux qui étaient étendus à l'espace maritime, ce qui pose évidemment des défis très particuliers, et notamment aux États-Unis, perçue comme puissance d'équilibre dans la région, et qui a provoqué la première forte réponse des États-Unis face à Pékin, qui a été le discours de Hillary Clinton, qui a été à Hanoï en juillet 2010, avec le soutien, et c'est ce qui a particulièrement inquiété la Chine, de l'ensemble des pays de la région, qui réaffirmait, en réponse directe à ce discours sur les intérêts vitaux de la part de la Chine, qui réaffirmait que pour les États-Unis, la libre circulation sur mer constituait aussi un intérêt vital. Donc c'était véritablement la première expression publique d'une confrontation qui couvait. On a eu ensuite en 2010, 2011 et jusqu'à aujourd'hui, on le voit récemment avec les Philippines, une multiplication des incidents sur mer avec le Japon en 2010, avec les Philippines, avec le Vietnam, avec l'Indonésie, avec la Corée d'une manière moins importante. Donc les tensions se sont multipliées. Mais aussi, il faut rappeler, directement avec les États-Unis, puisqu'il y a eu un incident impliquant un bâtiment américain, impeccable, qui a eu lieu en 2009 dans une confrontation directe entre la marine chinoise et les États-Unis. Et donc on voit véritablement en Asie émerger une opposition frontale entre d'un côté la volonté de mise en œuvre par Pékin. Alors, les Américains parlent d'une stratégie d'interdiction dont les Chinois aujourd'hui n'ont pas les moyens, les capacités militaires de la mettre en place. Mais en tout cas, une volonté de tester d'une manière continue et répétitive la capacité de réaction, d'action et de volonté d'action, surtout des États-Unis dans la zone et notamment sur mer. Et par ailleurs, cette volonté de tester la volonté américaine s'est déplacée de la question de Taïwan, où actuellement les équilibres politiques sont plutôt favorables à Pékin et donc il y a une volonté de ne pas augmenter les tensions avec Taïwan, et ça s'est déplacé aujourd'hui vers la question maritime et notamment la mer de Chine du Sud. Et de l'autre côté, on a des États-Unis qui de plus en plus veulent démontrer à la République populaire de Chine et à leurs alliés dans la région leur volonté d'agir dans l'ensemble de l'espace asiatique et notamment dans ce que les Américains appellent les Global Commons sur mer, c'est-à-dire les espaces maritimes par où, je le rappelle, transitent en mer de Chine du Sud notamment, au-delà des revendications territoriales, il y a un tiers du commerce mondial et trois quarts des échanges énergétiques, pétrole et gaz naturel, passent par cette zone qui est donc d'une importance absolument considérable.
Par ailleurs, à un niveau stratégique plus global, la déception des États-Unis et le retour à la réalité un peu brutal résulte du fait que la Chine semble avoir renoncé à son statut de responsible stakeholder, comme elle avait pu être qualifiée par les prédécesseurs d'Obama, et que ce soit sur la question coréenne, iranienne, syrienne, on le voit aujourd'hui, le discours d'engagement n'a pas débouché sur une attitude plus positive de la Chine sur l'ensemble de ces dossiers. Sur la Corée, par exemple, on s'aperçoit que Pékin continue de soutenir avec fermeté la position nord-coréenne, et notamment l'élément essentiel, c'est un déséquilibre entre les attentes sur la Corée, la Chine considérant que le régime coréen doit être maintenu et constitue pour elle un allié objectif, même si elle peut déplorer parfois certaines des positions de la part de la Corée du Nord, alors que les États-Unis aimeraient voir Pékin exercer des pressions réelles sur ce régime qui pourrait aboutir éventuellement à sa disparition. Donc, pour aller plus vite, donc cette radicalisation de la stratégie extérieure de la Chine pèse évidemment sur la relation avec les États-Unis et elle aboutit de la part de Pékin à une analyse de la situation stratégique globale qui est décrite comme complexe, ce qui, quand on traduit, signifie difficile. Et pour Pékin, le premier responsable, évidemment, de la complexité de cette relation, qui est souligné dans le livre blanc de la défense qui a été publié en Chine en 2011, c'est cette stratégie de retour vers l'Asie. Donc, on a une sorte de dynamique entre les actions de la Chine, les réactions des États-Unis et la perception ensuite de la Chine. Donc, ce retour des États-Unis vers l'Asie qu'on a qualifié de pivot, de rééquilibrage aujourd'hui, et dont la dernière version a été donnée avec une fermeté notable par Léon Panetta à Singapour lors du dialogue Shangri-La qui s'est tenu il y a quelques jours, et où véritablement les États-Unis ont insisté sur le fait que les États-Unis étaient, sont et seront présents en Asie. C'est une réponse directe au discours chinois, avec le rééquilibrage des forces à 60 vers l'Asie, 40 vers l'Atlantique. Donc, et ensuite une visite de Panetta qui s'est poursuivie au Vietnam et en Inde, qui sont deux des adversaires de la Chine dans la région. Donc pour Pékin, cette stratégie de retour vers l'Asie qui a été mise en œuvre progressivement est aussi, et c'est ce qui constitue un défi particulier pour la puissance chinoise, elle répond à une véritable attente, et ça c'est relativement nouveau par rapport à la période précédente, elle répond véritablement à une attente de l'ensemble des pays de la région qui attendent des États-Unis qu'ils jouent pleinement leur rôle d'équilibre face à une puissance chinoise qui inquiète considérablement. Pour les Chinois, c'est un motif d'inquiétude, d'autant plus que ce climat d'incertitude externe qu'ils prennent en compte aujourd'hui se retrouve également sur la scène intérieure chinoise, avec les tensions politiques sociales dont vous avez entendu parler, un régime relativement politiquement fragilisé en période de transition, et qui donc a l'impression de se trouver avec un renforcement, surtout ça c'est important à noter, du poids des militaires et des factions les plus radicales en matière de prise de décision politique au sein de la direction chinoise, et une Chine qui, devant ce retour des États-Unis en Asie, semble assister à une déconstruction de ses positions dans la zone, en dépit de ce que la Chine avait pu construire autour de sa force d'attraction en tant que pôle économique majeur dans la région. En conclusion, parce que j'ai peur d'avoir déjà dépassé le temps qui m'était imparti, on pourra développer au cours de la discussion d'autres éléments. Alors que
Donc, on voit donc que les États-Unis, depuis Hillary Clinton jusqu'au discours de Léon Panetta, ont comme objectif en Asie de constamment répondre point par point à l'affirmation des nouvelles ambitions chinoises dans la zone, à la fois pour rassurer leurs alliés, mais également pour éviter, dans la mesure du possible, un dérapage et une montée des tensions qui résulterait d'une mauvaise perception, d'une mauvaise analyse des intentions et de la capacité d'action des États-Unis dans la zone de la part de la Chine, et ceci même en période électorale. Par ailleurs, dans ce contexte-là, il est difficile d'imaginer un renversement majeur et une amélioration radicale de la relation entre Pékin et Washington, quoi que puisse en dire encore une fois Henry Kissinger, qui plaide en faveur de ce binôme qui gérerait les affaires du monde d'une manière harmonieuse, pour reprendre un terme très chinois. En Chine, on a une situation qui aujourd'hui ne joue pas du tout en faveur de l'apaisement, et même au prix d'ailleurs d'une marginalisation ou de l'accentuation de l'isolement stratégique de Pékin dans sa propre zone. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, quand on analyse la Chine, qu'on ne parle pas véritablement des intérêts de la Chine en tant qu'État, mais bien plus de ce que Dai Bingguo, le conseiller spécial sur les affaires étrangères, déclarait, où la mission principale stratégique en Chine, c'est de maintenir au pouvoir le système politique, ce qui peut expliquer un certain nombre de décisions qui peuvent apparaître à l'extérieur comme irrationnelles. Et tout ceci, évidemment, pose un défi direct, non seulement aux États-Unis, mais également à l'Union européenne, avec 3 éléments. Premièrement, le risque de se trouver face à des responsabilités nouvelles plus étendues, avec ce rebasculement des forces américaines vers le Pacifique, qui deviendrait le cœur des préoccupations stratégiques pour les États-Unis. Se posera également pour l'Europe à nouveau la question du choix, comme d'ailleurs cette question se pose pour d'autres puissances asiatiques, et notamment avec des points particuliers comme la question de l'embargo, la question de la coopération en matière de technologie duale, qui risque de devenir un enjeu pour l'Union européenne dans ses relations avec la Chine notamment. Et enfin, et pour toutes ces raisons, les enjeux stratégiques en Asie, et tout particulièrement le rôle de la Chine, ne pourra ou va sans doute constituer encore plus que ça ne l'était par le passé, un des éléments majeurs du dialogue stratégique transatlantique, avec une dimension de sécurité dure, ou hard security, comme disent les Américains, à laquelle l'Union européenne, et en tout cas les États membres qui s'investissent dans ces questions-là, aura sans doute beaucoup de mal à échapper. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Valérie. Je trouve intéressant finalement ce mouvement, hein, que tu as bien décrit, et qui s'achève au fond sur ce rééquilibrage stratégique en direction de l'Asie, et cette fin de premier mandat d'Obama qui se termine là-dessus. Ce qui, moi, me pose une question dont on pourra débattre pendant les questions. Je vais tout de suite donner la parole à Isabelle, mais qui est finalement cet appétit initial d'Obama pour fabriquer du compromis, du consensus avec les grands partenaires stratégiques des États-Unis, même rivaux, et qui, au fond, n'aboutit pas, sans doute, et c'était peut-être une forme de naïveté de sa part, parce que la plupart de ces pays n'ont pas tellement envie, en quelque sorte, d'avoir le type de relation privilégiée qui leur a été proposée. Et ni la Chine avec le G2, ni la Russie avec le RICET n'ont franchement saisi la main qui leur était tendue, tout simplement parce que leur objectif stratégique n'est pas d'établir un partenariat équilibré et bienveillant avec les États-Unis, mais d'être dans une relation plus dure. Et finalement, Obama a en quelque sorte découvert en avançant qu'il n'était pas évident de faire ces compromis avec les partenaires, faute de partenaires en quelque sorte, et que donc il se trouvait un petit peu ramené à des fondamentaux de la politique étrangère américaine, rassurer les alliés, gérer les rivalités stratégiques, les équipes stratégiques, et ainsi de suite. Avec un point peut-être, juste un commentaire amusant sur la question du pivot.
quand à Singapour, Léon Panetta n'a pas utilisé ce mot, moi j'ai posé la question à un certain nombre j'étais là-bas, j'ai posé la question à un certain nombre de gens de son staff sur pourquoi est-ce que le pivot avait disparu. Et la réponse, c'était parce que ça gênait les Européens. C'est-à-dire que donc on a des Américains qui passent leur temps à rééquilibrer, à tenir. Une semaine après le sommet de Chicago, on a célébré l'Alliance Atlantique, l'unité éternelle entre Européens et Américains. Il y a le discours à Singapour sur le rééquilibrage vers l'Asie, le basculement de la majorité des moyens, même si je pense que la prochaine table ronde nuancera l'ampleur de ce mouvement vers la zone Asie-Pacifique. Et il y a ça. Et moi j'ajouterais une chose, c'est que ce qu'on m'a expliqué à Washington, c'était que le pivot était rentré dans cette stratégie américaine comme une expression de basket pour ce joueur qui joue le rôle de pivot dans une équipe de basket, parce que c'était une manière d'expliquer les choses au président qui était un fan de basket, et qu'ensuite ça avait fait son chemin. Ce à quoi moi je réponds toujours qu'il faut que les Américains se méfient des métaphores sportives, en particulier avec des sports très américains, qui perturbent un petit peu leurs alliés, le pire étant la démonstration par le baseball à laquelle on a échappé cette fois-ci. Isabelle, pardon, je te cède tout de suite la parole sur un autre grand partenaire adversaire qu'est la Russie. Merci Camille. Alors effectivement, la question qu'on se pose, c'est le devenir du reset, et c'est surtout depuis que Vladimir Poutine a annoncé sa candidature à la présidentielle, avec l'issue assez inévitable que ça supposait. Beaucoup de commentateurs considèrent que la fin du reset a sonné. Alors moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est est-ce que la dégradation actuelle a effectivement à voir uniquement avec le retour de Vladimir Poutine, qui effectivement n'est pas extrêmement amène vis-à-vis des États-Unis actuellement. Est-ce que Obama effectivement a été naïf sur la question? Moi, ce qui me semble, c'est que le reset a atteint non seulement ses objectifs, ça je pense que c'est quand même important, mais aussi ses limites, dans le sens où il n'y a toujours pas de redéfinition en profondeur de la relation russo-américaine, qui reste instable, comme en témoigne le retour à des tensions depuis déjà quelques mois. Alors le reset, sans revenir sur tout l'historique, parce qu'on n'a pas le temps, ça a été engagé dans un contexte qui était très difficile, puisqu'on était vraiment au point le plus bas. On était juste après la guerre en Géorgie. La Russie avait accusé les États-Unis d'avoir entretenu directement les visées, entre guillemets, je les cite, belliqueuses du président Saakashvili. Ça passait aussi après 8 années d'administration Bush, dont même les experts les plus sceptiques sur l'avenir de la Russie et sur sa politique considèrent que cette administration Bush avait été particulièrement peu soucieuse de prendre en compte les intérêts de la Russie. Et en plus, ces 8 années d'administration Bush avaient coïncidé avec la remontée en puissance, même relative, de la Russie. En tout cas, et aussi en parallèle à un durcissement du pouvoir à Moscou. Alors, on parlait des promesses d'Obama. C'est en fait en 2009, en février, à la conférence de sécurité à Munich, que Joseph Biden avait annoncé la volonté d'engager ce redémarrage des relations avec la Russie pour montrer à quel point on accordait de l'importance à ce reset. On avait établi une commission conjointe au niveau présidentiel, ce qui a fait très plaisir aux Russes, parce que ça plaçait la relation sur un niveau d'équivalence qu'ils recherchent encore aujourd'hui. Donc symboliquement, c'était fort. Et même si la partie russe s'est montrée sceptique assez longtemps, elle a vraiment fait monter les enchères, elle a vraiment demandé à être convaincue par la bonne volonté d'Obama. Mais en fait, après quelques mouvements vraiment d'importance de l'administration américaine, notamment la renonciation au projet de déploiement antimissile en Pologne et en République tchèque en septembre 2009, la Russie s'est plus ou moins laissée convaincre. Et les acquis sont quand même loin d'être négligeables, surtout au regard de ce point de départ. Et non seulement les relations ont été remises sur des rails plus normaux, mais on a une reprise du dialogue évidemment, mais on a eu ce nouveau traité de désarmement stratégique en avril 2010. Alors les ambitions sont extrêmement modestes, mais il a le mérite d'exister. Sur l'Afghanistan, les coopérations se sont quand même beaucoup développées, avec la Russie qui propose le transit d'approvisionnement
pour les forces de l'OTAN en Afghanistan, son aide sur la formation des forces de sécurité, donc police et armée des forces afghanes, les hélicoptères russes, etc., etc. Il y a eu un assouplissement de la partie russe sur la question iranienne, le vote des sanctions, l'abandon de la vente des S-300, et puis enfin l'adhésion de la Russie à l'OMC, où là les États-Unis ont largement participé, notamment en aidant à venir à bout de la résistance des Géorgiens qui faisaient obstruction sur ce dossier. Et donc dans tous ces sens, on pourrait quand même trouver que le reset a fonctionné, puisque tout ça faisait partie des objectifs affichés initialement par l'administration Obama et acceptés comme tels par les Russes. Alors un facteur qui a facilité sans doute les choses, mais on est en train aujourd'hui de voir peut-être les choses évoluer à ce sujet-là. Un facteur qui a facilité, c'est que les États-Unis se sont assez nettement effacés ces dernières années de l'espace ex-soviétique, donc ressenti comme un précaré pour les Russes, parce qu'ils avaient des tas d'autres urgences, dont certaines que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais il y avait aussi l'Irak, beaucoup d'autres priorités. Mais aujourd'hui, les Russes estiment qu'à nouveau, les Américains sont plus ambigus sur ce sujet-là. Et puis, on voit des dossiers de plus ou moins grande envergure empoisonner de nouveau les relations bilatérales. Alors, les antimissiles, bien évidemment, la Syrie, bien évidemment, mais aussi l'affaire Magnitsky, qui est ce juriste employé par le fonds d'investissement Hermitage Capital, qui est décédé lors de sa détention provisoire en Russie. Alors, avec la menace du Congrès de faire une liste de personnes interdites de séjour aux États-Unis, le département d'État qui donc est un peu obligé de faire aussi une liste, et puis les échanges de mots doux entre les responsables des deux pays au moment des élections russes, notamment les législatives. Alors, c'est vrai que Vladimir Poutine n'a pas fait grand-chose pour adoucir le contexte, et notamment on a en tête l'article programme de politique étrangère qu'il a publié en janvier de cette année, où on retrouvait un peu les accents de son fameux discours de Munich, conférence de sécurité de 2007. Alors, j'ai pas le temps de vous donner mais en fait, rappelez-vous du discours de Munich 2007, et en fait, vous avez à peu près la tonalité. Bon, une fois élu, il a décidé de ne pas assister au sommet du G8. Alors, effectivement, Medvedev avait de bonnes relations avec Obama. Il avait une approche nettement plus détendue de la politique américaine que Poutine, qui considère que les États-Unis ont profité du repli de la Russie pour la marginaliser, pour rogner sur ses intérêts. Et c'est vrai aussi que les États-Unis ont été déçus de cette espèce de séquence de chaises musicales quand Poutine a annoncé tranquillement qu'il allait se présenter à la présidentielle, que certainement Medvedev serait son Premier ministre, et que cela avait été décidé de longue date. Donc tout ça, évidemment, n'a pas amélioré les choses. Mais je ne crois pas qu'on puisse imputer uniquement à Poutine le fait que le reset est effectivement en train de s'enrayer. D'abord parce qu'on ne peut pas dire à la fois que Poutine commandait tout en arrière-plan et que le reset était le seul fait de Medvedev, dont on disait tout le temps que notamment sur ces dossiers-là, il ne pouvait pas mener une politique indépendante. Donc on peut au moins penser que Poutine avait au minimum laissé faire. Et on sait aussi que Poutine, à différentes reprises, a pu faire lui aussi preuve de pragmatisme dans ses relations avec les États-Unis. On se souvient de la main tendue et aussi des coopérations concrètes au moment du 11 septembre. Sur les antimissiles, il y a quand même eu la réaction plutôt modérée des Russes sur le retrait américain du traité ABM, et un certain nombre de propositions qui étaient moins, si j'ose dire, abracadabrantesques que celles qu'ils font actuellement sur la question des antimissiles. Il y avait des choses qui étaient un peu plus praticables qu'on aurait pu regarder. En bref, le reset n'a pas attendu le retour de Poutine à la présidence pour marquer le pas. D'ailleurs, si on resitue tout ça dans le contexte politique électoral américain, on constate que l'administration Obama, tout en ne souhaitant pas visiblement remettre en cause le reset, vous avez vu qu'ils ont envoyé comme ambassadeur à Moscou Michael McFaul, qui est peut-être pas un très bon choix pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi un des grands architectes de cette politique de reset. Donc ça envoie au moins le signal
que, a priori, l'administration Obama, s'il y a réélection d'Obama, continuerait sur cette expérience. Mais en même temps, on voit bien qu'il se pose beaucoup de questions sur les moyens d'une relance de cette politique de reset. Et puis sur la partie républicaine, bon, on a évoqué la diversité des points de vue, et elle existe aussi sur la Russie, mais quand même, en tout cas pour ce qui concerne Mitt Romney, on voit bien qu'on en voit plutôt des signaux qui ne vont pas tellement dans le sens d'un maintien ou d'une relance de la politique de reset, puisque Mitt Romney en a contesté la validité dans l'exercice de critique de ce qu'a fait le prédécesseur. Et c'est vrai que depuis que les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, les Russes déplorent que le reset n'avance pas. Et c'est vrai que ça a commencé à ralentir en partie à ce moment-là. Alors, a priori, donc, des deux côtés, on voit que le contexte électoral ne facilite pas les choses. Et c'est vrai qu'on pourrait dire une nouvelle fois, puisque à chaque fois qu'il y a une présidentielle aux États-Unis, il y a une sorte de dossier Russie qui sort, qui consiste à critiquer la politique menée par le prédécesseur, ce qui est quand même intéressant compte tenu de la faible place, comme ça a été dit, qu'occupent les questions de politique internationale dans les campagnes américaines, mais aussi de la place assez relative qu'occupe la Russie dans la diplomatie américaine, quoi qu'en disent les Russes. Et de l'autre côté, à chaque présidentielle, c'est vrai que l'anti-américanisme est de bon ton. On voit bien qu'il y a un durcissement à peu près à chaque campagne présidentielle sur la question des États-Unis. Alors on pourrait se dire, c'est business as usual, on va attendre que les élections se passent et puis les choses vont reprendre un cours plus calme. Mais en même temps, le fait qu'à chaque élection, on a des secousses dans les relations bilatérales, ça traduit aussi le fait que les relations ne reposent pas sur des fondements extrêmement sains. Et c'est vrai que cette relation, et là je m'excuse auprès de ceux qui suivent les travaux de la FRS sur ce sujet depuis plusieurs années, mais c'est parce que les choses n'ont pas énormément bougé, donc je vais être obligée de redire certaines choses, mais les thématiques de cette relation, elles n'ont pas beaucoup évolué depuis la fin de la guerre froide, ce qui explique qu'on continue à fonctionner sur la base de cycles de rapprochement, refroidissement, puis tension assez grave, et sans jamais trouver un rythme de croisière très net sur les coopérations. Alors, il y a effectivement une cause première, c'est le décalage de puissance entre les deux États, sur le plan économique, sur le plan militaire, en termes de rayonnement international, et ça limite forcément le champ de la relation et des coopérations entre les deux États. La Russie revendique un partenariat sur un pied d'égalité, et c'est vrai que les administrations américaines, même celles qui sont les mieux disposées à l'égard de la Russie, ont beaucoup de mal, à cause de ce décalage de puissance, à donner satisfaction aux Russes. Il y a forcément un décalage entre les attentes. Un autre élément, c'est que les deux pays s'écoutent en fait assez peu l'un l'autre, ce qui tient d'ailleurs en partie à ce différentiel de puissance, aux différentes positions géostratégiques, même si Poutine estime actuellement que la puissance américaine n'est plus ce qu'elle était. Alors lui, c'est vrai que la Russie surfe allègrement sur ce thème du déclin américain. Elle n'est pas la dernière à s'appuyer sur cette thématique. On a tout cet argumentaire russe sur, en substance, la fin du leadership global américain au profit d'un monde articulé autour de plusieurs centres de puissance. On voit bien que parfois même la Russie embarrasse ses partenaires au sein du BRICS, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, tant elle en fait sur justement le thème de nous sommes un nouveau centre de puissance, nous pouvons faire des grandes propositions dans la vie internationale. Tout ça peut avoir une certaine validité, mais c'est vrai que les Russes en font vraiment, surfent beaucoup sur cet aspect, parfois à la grande gêne de ses partenaires qui voudraient parfois peut-être faire profil un peu plus bas sur les questions plus politiques. Dans la série décalage, c'est vrai que la Russie, quand elle conduit sa politique étrangère, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur l'Asie, elle a toujours un regard sur les États-Unis. Alors que dans la politique étrangère américaine, la Russie est absolument loin d'être un paramètre premier. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis la dernière sur le panel et qu'en fait, on aurait pu très bien décider de ne pas traiter le sujet russe, parce que c'est presque pas si important que ça, en fait, pour la politique américaine. L'intérêt pour la Russie aux États-Unis est de nature plus tactique que stratégique. Et c'est vrai que l'idée que la Russie est un partenaire absolument utile, absolument indispensable pour les États-Unis sur beaucoup de sujets stratégiques est loin de faire l'unanimité du côté des responsables américains. En tout cas,
cas, c'est beaucoup moins clair que ce que la Russie présente. Et on voit plutôt la Russie comme un pays qui peut jouer de sa capacité de nuisance, ça c'est vrai. Et donc, selon les périodes, les administrations se désintéressent plutôt de la Russie, ou alors s'y intéressent, mais pour essayer de tenter de garder cette tendance à l'usage de la capacité de nuisance dans des proportions plutôt raisonnables. Un autre élément, mais je sais que je n'ai pas le temps, donc je ne développe pas, c'est que l'armature économique de cette relation, le commerce bilatéral, les investissements croisés, ça reste assez ténu en fait, assez ponctuel. Donc on n'a pas suffisamment de groupes d'intérêt aux États-Unis pour lesquels préserver la relation avec Moscou est vraiment important. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas ce facteur qui peut stabiliser les relations bilatérales dans les moments de crise. Et puis le problème clé, mais là aussi c'est une chose qui est dite et redite, mais je crois qu'elle est très vraie, c'est que cette relation bilatérale, finalement, son fondement le plus solide, c'est la relation qui repose sur l'équilibre des forces nucléaires, qui est extrêmement importante pour la Russie. Encore une fois, pour elle, c'est un gage de sécurité. C'est aussi un gage justement de grandeur et d'équivalence politique dans les relations avec Washington. Et de part et d'autre, vous avez des experts qui disent qu'il faudrait absolument faire évoluer cette situation, c'est-à-dire cette focalisation, finalement, cette importance de la relation nucléaire dans les relations bilatérales. Mais c'est à peu près un des rares domaines où, finalement, les intérêts sont amenés à se faire écho, pas forcément de manière positive, mais de manière à peu près obligatoire. Et c'est très difficile de faire évoluer cette relation parce que la Russie ne veut pas abandonner cette donnée, avec un problème qui est que de moins en moins, ces deux États abordent cet équilibre de la puissance nucléaire de la même manière. Aux États-Unis, il y a quand même eu une évolution conceptuelle, des réflexions différentes sur ce sujet-là. La Russie, elle, on ne voit pas de révolution culturelle immédiate sur ce sujet-là, et donc ça crée de son côté aussi quelques frustrations, des inquiétudes aussi face à la fluidité du débat américain sur la question, et donc ça crée forcément des tensions, et on le voit bien, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous suivez ça tous, sur la question des antimissiles qui tirent évidemment sa source de ces questions. Alors pour conclure, on ne peut pas dire que la relation n'a pas du tout évolué, hein. Il y a quand même des choses très tangibles qui se passent entre les deux acteurs dans les moments où ça se passe mieux. Les coopérations en Afghanistan sont quand même, à mon avis, tout à fait tangibles. On a vu les deux États se consulter et être quand même plutôt sur une même longueur d'onde, par exemple sur la naissance du nouvel État du Sud-Soudan. Le choix de ne pas envenimer les choses aussi assez clairement concertées entre les deux au moment de la crise au Kyrgyzstan, ce qui n'était pas forcément gagné. Donc il y a quand même des éléments positifs. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir un nouveau reset en fonction d'une conjoncture favorable de facteurs, mais il risque d'être aussi aléatoire que celui qui a été lancé en 2009, et en tout cas pas assez profond pour que reset, ça puisse signifier changement de matrice des relations et non pas uniquement redémarrage des relations après une crise. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Alors, beaucoup insistent sur le fait qu'avec l'entrée de la Russie dans l'OMC, le fait qu'il y a effectivement maintenant en Russie beaucoup de représentants des milieux d'affaires qui voudraient que les relations se décrispent pour pouvoir créer plus d'opportunités sur le marché russe. Mais ça, je ne pense pas que ce sera suffisant. Il y a aussi cette idée que les deux pays pourraient se rapprocher pour justement faire front commun face à la puissance chinoise. Il me semble qu'effectivement les Russes parlent de ça, mais que c'est peut-être un petit peu un discours comme monnaie d'échange en fait sur d'autres dossiers. Et en tout cas, ça ne ressemble pas tellement aux objectifs que la Russie jusqu'à maintenant a poursuivis dans ses relations avec la Chine, justement pour éviter d'être à terme, elle aussi, une victime de la montée en puissance de la Chine. Donc j'ai quelques doutes sur cette question-là. Et je pense que la clé, ce serait que la Russie parvienne enfin à se sentir plus sûre d'elle-même, qu'elle arrive à se moderniser sur le plan économique, sur le plan institutionnel. Il n'y a que ça, en fait, qui pourrait la rendre plus à l'aise dans ses relations avec Washington. Alors, tout ça n'a pas des conséquences stratégiques nécessairement dramatiques, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que cette mauvaise entente ou ces crispations constantes entre la Russie et les États-Unis privent le monde d'une coopération qui pourrait être finalement très importante pour certains dossiers clés. Mais je pense que c'est déjà peut-être surestimer la marge de manœuvre dont dispose vraiment la Russie pour influencer certains acteurs ou certaines situations stratégiques. Il reste que pour l'Europe, cet état des relations russo-américaines
ça reste un paramètre un peu désagréable et je pense que l'Europe va continuer à être de temps à autre prise en sandwich entre les deux, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Je vous remercie. Isabelle, merci beaucoup. Merci d'avoir décrit ce partenariat un peu déséquilibré et qui est pris entre l'obsession russe du maintien d'une parité perdue et une forme de négligence, ou plus exactement de gestion plutôt cyclique américaine, où il y a des moments où on prête de l'attention à la Russie, puis on passe à autre chose, une sorte de zapping stratégique qui finit en réalité par plutôt agacer davantage les Américains, les Russes qu'autre chose. Avant de vous passer la parole pour quelques questions, moi j'avais envie de poser une question aux trois intervenantes, une double question, deux questions d'ailleurs. Une mais qui n'appelle pas forcément la même. La première, c'est sur la question du Congrès, qui est surtout une question pour Laurence, mais qui est intéressante aussi, je pense, sur les affaires chinoises et peut-être un petit peu sur les affaires russes, notamment sur le fait que le Congrès n'est pas prêt à faire plaisir aux Russes sur des choses comme ratifier un engagement contraignant sur la défense antimissile, des choses comme ça. Donc, au fond, la politique étrangère américaine, c'est un peu bizarre pour les Français, mais se définit quand même beaucoup dans cette enceinte-là. Et j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Et puis la deuxième chose, parce qu'on a décidé de ne pas en parler, mais où on en parlera un petit peu dans la prochaine table ronde en parlant de l'OTAN, mais où sont les Européens dans tout ça? C'est-à-dire que est-ce qu'on est plutôt du côté des Russes, c'est-à-dire un sujet mineur et auquel on s'intéresse de temps en temps, ou est-ce qu'on reste un partenaire stratégique vraiment de premier rang? Et de ce point de vue-là, moi, je suis frappé de voir le décalage entre le discours, je dirais, de la partie de l'administration qui est par construction tournée vers l'Europe, donc l'Assistant Secretary for Eurasian Affairs, Phil Gordon et toute son équipe, les gens qui font de l'OTAN, Pentagone, etc., qui continuent à tenir un discours très axe Washington européen, et puis le reste du dispositif, pour qui, au fond, les Européens sont devenus un petit peu, pour dire les choses brutalement, un petit peu quantité négligeable par certains côtés. Et donc ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Peut-être Laurence d'abord. Oui, tout de suite sur le rôle, sur l'importance de l'Europe, donc la deuxième question, seconde. Oui, effectivement, il y a toute une évolution aux États-Unis entre les évolutions démographiques, par exemple, et puis ce président qui n'était pas très europhile. Tout ceci a fait penser aux Européens, effectivement, qu'ils étaient quantité négligeable. Après, il y a l'explication d'Hubert Védrine qui consiste à dire que finalement, en tout cas au début du mandat d'Obama, en tout cas, c'était plutôt une bonne nouvelle. C'était parce qu'il n'y avait pas de problème particulier en Europe que les Américains pouvaient s'intéresser à d'autres sujets plus brûlants. Finalement, il ne fallait pas se vexer, il fallait juste se relaxer dans la posture, comme on dit en yoga, et se satisfaire du fait que finalement tout allait bien. Mais si vous voulez, à mon avis, je trouve que c'est un petit peu comme le débat sur le déclin, si vous voulez. Je pense que des fondamentaux demeurent qui sont une proximité culturelle. Excusez-moi, je reviens à ce sujet que je trouve important et qui font qu'à mon avis, il faudrait vraiment attendre un très long terme pour pouvoir juger de ce sujet. Je pense, pour ma part, que ce seraient des évolutions de très long terme qui ferait que les États-Unis pourraient se détacher durablement et réellement de l'Europe. Et j'en veux pour preuve qu'en cette fin de mandat, en fait, l'Europe revient sur les écrans radars américains, et malheureusement, au travers de la crise de l'euro, qui inquiète beaucoup et qui, pour les populistes américains les moins... des figures qui ne sont pas forcément très, très intellectuelles, blâment la Grèce, l'Italie, l'Espagne, sans doute peut-être demain la France, pour avoir précipité le monde dans la crise, qui est une lecture qui me semble totalement erronée. Mais voilà, donc je serais assez dubitative sur la réalité de ce désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Mais peut-être que je pêche par optimisme, hein, attention.
Sur le Congrès ? Oui. Alors, effectivement, dans le système institutionnel américain, le Congrès tient une grande place et donc les commissions de politique étrangère, de défense, de renseignement du Congrès ont leur mot à dire sans aucune commune mesure avec ce qui peut se passer en France. Ça pose tout de suite la question du dysfonctionnement des institutions américaines, puisque ce qu'on voit en ce moment, c'est un Congrès qui n'arrive pas à fonctionner avec la présidence, dans un compromis qui était pourtant le modèle du régime présidentiel voulu par les pères fondateurs. On a aujourd'hui une polarisation des opinions aux États-Unis, et notamment côté conservateur, qui empêche pour beaucoup ce dialogue entre la présidence et le Congrès, qui peut permettre normalement, qui doit permettre normalement de conclure sur les dossiers. Et là, il y a beaucoup de blocages, donc tu l'as rappelé, sur les dossiers stratégiques notamment. J'en veux pour preuve le fait qu'un certain nombre de parlementaires du centre républicain centriste, parce qu'il y en a encore quelques-uns, se sont fait renvoyer dans les buts, métaphore sportive, par les nouveaux entrants au Congrès qui sont les représentants du Tea Party. Et par exemple, exemple type, le sénateur Lugar, Richard Lugar de l'Indiana, qui est un centriste et qui d'ailleurs s'était exprimé avec approbation sur le bilan Obama, donc quand même quelque chose d'assez notable, a été... s'est vu prendre l'investiture dans l'Indiana par un représentant des Tea Parties. Et donc, voilà, effectivement, un Congrès qui est un peu à la solde, alors Chambre et puis Sénat, qui est un peu à la solde des extrémistes conservateurs et qui, du coup, n'arrivent plus à dialoguer avec le président. Là encore, alors maintenant, mettons ça dans le long terme, est-ce que cette polarisation est appelée à durer ou est-ce que c'est un phénomène un peu comme le macartisme qui va retomber? Ça, c'est difficile à dire pour le coup. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des évolutions, notamment du paysage médiatique aux États-Unis, du fonctionnement des réseaux sociaux, etc., qui poussent à la polarisation. Donc je ne sais pas si là, il y a un retour en arrière possible. C'est difficile. Je pense, pour conclure, qu'une amélioration des conditions économiques ferait beaucoup, en tout cas, pour rétablir un certain calme dans le paysage politique américain. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est effectivement de noter qu'une des hypothèses prises le plus au sérieux pour le résultat des élections de novembre, qui ne sont pas seulement présidentielles aux États-Unis, oui, puisqu'il y a évidemment les élections simultanées au Congrès, c'est une réélection peut-être de justesse d'Obama, mais combinée avec un Congrès qui resterait hostile, et donc la poursuite d'une paralysie institutionnelle sur beaucoup de grands sujets, y compris des sujets stratégiques, le budget de la défense, la ratification de tel ou tel traité, etc., qui perdurerait. Et ça, c'est un scénario qu'on ne peut pas du tout exclure et qui serait un scénario de complication. Mais effectivement, le fait que le président soit d'une certaine couleur et que les chambres ne soient pas forcément de la même, ce qu'on appelle le divided government, donc ce qu'on appellerait en français la cohabitation, mais enfin bon, voilà. Dans le système américain, c'est prévu pour se produire assez régulièrement. Oui, et d'ailleurs, dans l'histoire, ça se produit régulièrement. Là où le système se brise aujourd'hui, c'est que le compromis entre ces différents acteurs, on pourrait ajouter la Cour suprême d'ailleurs, ce compromis n'arrive plus à se produire. Et c'est là que les institutions ne fonctionnent plus comme il était prévu qu'elles le fassent. Et ça, c'est un phénomène qui a qui a environ une dizaine d'années. Avec des implications budgétaires, mais aussi diplomatiques, tout à etc. fait. Valérie, peut-être. Plus rapidement, sur l'Europe, je l'ai abordé un peu à la fin, c'est-à-dire que dans le contexte de cette relation transpacifique et de l'importance stratégique occupée par l'Asie autour de la Chine aujourd'hui, évidemment, l'Europe, par nature, en quelque sorte, se trouve aux yeux des Américains marginalisés. Et la seule chose que les Américains attendent, c'est que l'Europe ne soit pas un gêneur pour la stratégie américaine en Asie et ne complique
facilite pas les choses, notamment, pour parler un peu brutalement, en développement des liens, y compris en matière militaire et d'échanges avec la Chine, qui pourrait renforcer ce qui est quand même très largement perçu comme une menace chinoise en expansion en Asie. Et donc, c'est là que l'enjeu se situe pour l'Europe, c'est comment conserver une stratégie indépendante vis-à-vis de l'Asie, du Pacifique et de la Chine, tout en prenant conscience, en ayant véritablement conscience de l'importance des enjeux stratégiques dans cette région qui nous touche peut-être plus indirectement. Quand au Congrès, il y a un élément déjà très clair, c'est au niveau budgétaire sur le budget de la défense, puisque la première réponse, alors d'abord du côté de, ça je n'ai pas eu le temps de l'aborder, mais du côté de Romney, évidemment les accusations de certains républicains vis-à-vis de la stratégie et surtout des néoconservateurs, des gens autour du Heritage, par exemple, ou American Enterprise Institute. Donc, ces gens-là considèrent que finalement, la position de Obama sur l'Asie et le retour en Asie est plutôt positif, mais qu'il ne met pas les moyens derrière pour que véritablement ça soit crédible. Et à l'inverse, on a, après le discours de Léon Panetta sur le rebalancement, enfin le rééquilibrage des forces qui serait plutôt vers le Pacifique, et bien cette menace au Congrès au mois de janvier, de réduire de 20% tous les budgets, dont le budget de la défense, et ça pèserait évidemment sur les capacités d'action des États-Unis. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ces deux sujets-là. Non, effectivement, je pense qu'on en parlera dans la prochaine table ronde, mais tout le débat budgétaire est devenu tellement tendu sur le budget de la défense. Quand même, les chiffres sont très parlants et pèsent un petit peu sur ces orientations stratégiques. C'est-à-dire que de dire dans le même temps qu'il y a une réduction du budget de la défense américain de 487 milliards pendant la prochaine décennie, ce qui n'est pas tout à fait anodin quand même en volume, et que si la sequestration, donc le mécanisme, l'espèce de suicide budgétaire programmé a lieu, on rajoute à ça encore 500 milliards dans la prochaine décennie, on voit se dessiner quelque chose. Et le fait que l'administration dise ça n'aura pas lieu n'est pas forcément garanti compte tenu de la polarisation que Laurence décrivait. Juste un mot pour compléter. La réponse américaine, et en particulier du discours de Panetta à cette réduction, la deuxième éniée, ça ne va pas se passer, ça va s'améliorer. Mais la première qui est là, c'est justement le fait qu'il va falloir pour les États-Unis choisir entre l'Europe, les champs européens, les priorités stratégiques, la lutte contre le terrorisme, etc., et le Pacifique. Le discours étant que les vrais enjeux vont être de plus en plus en Asie face à la Chine. Et donc, c'est pour ça que je disais que ça nous pose à nous une vraie question, qui est que ça n'est pas non plus le moment pour l'Europe de considérer que les enjeux de défense, par exemple, deviennent très minorés et n'ont plus d'importance. Isabelle, si tu veux ajouter quelque chose sur le Congrès puis la question de l'Europe. Sur la question de l'Europe, c'est vrai que Poutine, justement par rapport à la question américaine, dans son papier sur la politique étrangère, il dit nous n'hésitons pas à dire notre fait aux Américains, contrairement à d'autres. Et donc on comprend qu'en général, les autres, ce sont les Européens. Et c'est vrai que dans ce même papier et dans la politique, on a l'impression que l'Europe passe un peu au second plan. Mais pour autant, je ne dirais pas que ça veut dire que la Russie considère l'Europe comme quantité négligeable. Elle est plutôt en position d'attente parce qu'elle considère que sur les dossiers sur lesquels elle voudrait que les choses avancent, par exemple le régime sans visa, des questions d'ordre commercial, encore plus des questions de sécurité, elle sait que l'Union européenne ne va pas donner satisfaction dans les mois qui viennent parce qu'elle est trop absorbée par la crise interne qu'elle traverse. Donc il y a une sorte de position d'attente, de fatigue aussi par rapport à une Union européenne qui est toujours difficile à agiter, si on peut dire, pour avancer sur certains dossiers. Et on voit que la France et l'Allemagne sont quand même restent en première ligne des préoccupations russes, justement pour ne pas perdre le contact et pour entretenir des relations qui sont absolument nécessaires. Encore une fois, plus de 50% des relations commerciales et économiques extérieures de la Russie se font avec l'Europe. Il y a l'interdépendance énergétique qui sera pas inversée
changer d'ici à demain. Il y a toutes ces questions qui font que cette relation elle est absolument indispensable. Mais pour l'instant, Moscou va miser encore plus que d'habitude, puisque c'est quand même la stratégie qu'elle utilise habituellement. Mais là, on voit bien que France et Allemagne sont la clé pour essayer d'entretenir les relations dans un moment de pause, en fait, au moins sur le plan extérieur, de la part de l'Union européenne. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait un petit désagrément diplomatique quand Poutine est allé en Allemagne puis en France avant le sommet Russie-Union européenne à Saint-Pétersbourg. Certains à Bruxelles et dans certaines capitales européennes l'ont pris un peu mal parce qu'ils trouvaient que d'un point de vue protocolaire, c'était pas forcément exceptionnel. Mais c'est vrai que ça traduisait la volonté de la Russie de s'appuyer sur ces deux relations pour essayer de garder le contact avec l'Union européenne qui, pour l'instant, répond pas aux abonnés absents, mais presque. Et un élément à garder en tête, peut-être, c'est que si pour la Russie, cette crise de la zone euro, c'est un problème, parce que économiquement, ça peut avoir aussi un impact sur la Russie. Et on voit bien qu'ils entretiennent le dialogue là-dessus pour justement voir où ça peut les mener eux-mêmes. Mais il y a un effet d'opportunité, peut-être, sur les aspects plus géopolitiques, dont on sait que la Russie est quand même toujours assez friande. C'est par rapport au voisinage. Et ça, c'est clair que le voisinage commun, Ukraine, Moldavie, Caucase, et on voit bien que la Russie avance ses pions et qu'elle voit, en revanche, dans ce repli, pour l'instant, de l'Union européenne sur ses affaires internes, comme une opportunité pour avancer ses propres intérêts dans cette zone-là face aux intérêts européens. Donc, effectivement, il était intéressant de voir Poutine à Paris, à Berlin, et présent au sommet Union européenne, alors qu'il a boycotté le sommet de l'OTAN et la réunion du G20 aux États-Unis. C'était en creux un signal pas négligeable. On a le temps pour peut-être une ou deux questions, Monsieur le Président. Et on va prendre les deux questions que j'ai vues, et puis les trois, et puis on va conclure. Je vous en prie. Merci à vous quatre. Je voudrais poser quelques questions sur Mitt Romney. Est-ce que vous ne pensez pas que la prochaine convention républicaine du 28 août va révéler des critiques de son propre camp sur sa candidature? Deuxièmement, y a-t-il un risque dans l'élection du 6 novembre d'avoir 3 candidats, comme on avait eu Ross Perot il y a quelques années? Et enfin, si Romney était élu, quels seraient les rapports avec la France? Ce sera pour Laurence, mais on va collecter les questions pour ici. Merci, Guillaume de Rouget de la DAS. C'est une question qui s'adresserait plutôt à Mme Niquet, mais également à Mme Facon, au sujet de la notion de stabilité stratégique. En un sens, le fait que vous soyez là, cette première table ronde, témoigne du fait qu'il y a un retour du réalisme, tout simplement parce qu'il y a quand même un retour du rôle des grandes puissances. Là-dedans, les grands enjeux stratégiques de dissuasion, de négociation, de désarmement, on n'a pas parlé de la grande ambition de Global Zero, mais il est clair qu'il va y avoir sans doute un recalage à faire, quel que soit le président élu en fin 2012, entre la rhétorique qui va sans doute devoir être maintenue et puis une réalité qui est celle que la dissuasion est de retour. Et la stabilité stratégique qui était mentionnée dans la NPR, la Nuclear Posture Review de 2010, et qui, dans un sens, rappelait d'ailleurs que vous l'avez mentionné un petit peu des années, la dimension kissingerienne des années 70, d'essayer de jouer une sorte de transparence, d'aller au-delà d'une relation de pure dissuasion. En même temps, on voit la Chine qui a besoin de sécuriser une seconde frappe, qui a besoin de sécuriser la survivabilité de ses armements, la Russie qui joue là-dessus, bien sûr à travers la défense antimissile, mais aussi indirectement en essayant d'intégrer la Chine dans ce jeu-là, c'est-à-dire regarder tout ce que vous faites, vous Américains, combiner la défense antimissile et des Conventional Prompt Global Strike, ces choses-là, ça nous menace et ça menace aussi les capacités chinoises. Donc voilà, qu'est-ce que ça pourrait devenir? Est-ce que c'est quelque chose qui est en fait à terme voué à aller à l'encontre du Global Zero, ou est-ce que c'est quelque chose qui de toute façon va être dénigré par les Russes et les Chinois? Merci. Merci. Isabelle Lasserre, puis juste derrière, et on s'arrêtera là. Je suis désolé de ne pas prendre toutes les questions. Moi, j'ai juste une question assez courte pour Valérie Niquet et Isabelle Facon. Je m'interrogeais sur la signification et la solidité de la relation Chine-Russie depuis plusieurs mois, notamment sur les dossiers syriens et iraniens.
une dernière sa pérennité aussi. Ici. Oui, l'amiral Fouché, Safran Héraclès. Ma question s'adresse à Madame Niquet. Vous avez présenté la Chine d'une façon assez unitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dichotomie entre la Chine du Nord et la Chine du Sud? Autrement dit, entre une Chine, j'allais dire, moghole, et puis une Chine beaucoup plus mercantile, celle de Canton et de Shanghai, vis-à-vis des États-Unis, justement. Bon, c'est beaucoup de bonnes questions. Bon, on va prendre les dernières interventions, mais soyez bref, s'il vous plaît. D'accord, merci. J'avais un petit commentaire sur l'influence de l'Europe sur les États-Unis. Est-ce que vous ne croyez pas que dans l'ordre interne, même si ça n'a pas de conséquences stratégiques directes, l'Europe est plus présente qu'auparavant dans le débat américain? Et d'autre part, est-ce que vous croyez que les États-Unis ont intérêt à promouvoir les relations entre l'UE et la Russie, notamment sur les questions clés de l'énergie, dont on voit bien qu'elles importent beaucoup à l'Allemagne, et la France, malheureusement, semble plus en retrait là-dessus? Merci. Ce qu'on voit, c'est que Mitt Romney essaie de nous faire oublier à tout le monde qu'il a passé beaucoup de temps en France. Valérie, peut-être d'abord, puis Laurence, puis Isabelle. Alors, d'abord, la question sur Mitt Romney, qui n'était pas directement, qui était plus sur sa politique européenne, mais je voudrais simplement signaler que la question asiatique et chinoise refait partie, est à nouveau un enjeu même si c'est minoré, mais de la campagne électorale, et que Romney a notamment déclaré que s'il était élu, sa première mesure serait de déclarer la Chine, comment on dit, manipulateur de monnaie, enfin je ne sais pas comment on dit, c'est ce statut qui currency, j'ai oublié le terme d'ailleurs même en américain, mais enfin il y a un statut particulier qui est très défavorable aux intérêts chinois, et chaque année la Chine y échappe de justesse, mais Romney a proclamé qu'il mettrait en place cette mesure. Il n'est pas du tout certain qu'il le fasse, parce qu'il y a eu souvent cette stratégie de menace à l'avance et puis ensuite on recule après, chez les républicains notamment. En ce qui concerne la stabilité stratégique, la grosse question en fait, c'est que la Chine n'est pas intégrée au dialogue stratégique nucléaire, sur les questions nucléaires notamment entre les États-Unis et la Russie, et que je pense à la fois, alors que c'est un des enjeux majeurs, notamment pour la stratégie russe, mais ça Isabelle pourra en parler, où la Chine est très très présente dans le positionnement, y compris sur les questions nucléaires, de la Russie, notamment sur les armes à moyenne portée, où l'objectif Chine, d'ailleurs ça répond un peu à la question d'Isabelle Lasserre, est très présent dans l'esprit des stratèges russes. Alors la réponse chinoise, c'est que la réponse chinoise est tout à fait hostile à tout dialogue qui, justement, comme dans les années 70, sur le modèle du dialogue entre l'URSS et les États-Unis, déboucherait sur plus de transparence, puisque Pékin continue de considérer que la transparence pour elle est un atout stratégique dont elle ne veut pas se départir, et notamment sur le nombre de têtes et ce genre de choses. La Chine se considérant encore étant encore la puissance la plus faible des trois, même si le développement se poursuit, c'est la seule puissance d'ailleurs, la grande puissance, qui continue de développer massivement ses capacités et nucléaires et balistiques. Eh bien, en dépit de ça, la Chine considère qu'elle a intérêt encore aujourd'hui à maintenir un voile pudique sur ses capacités réelles, pour renforcer justement sa capacité en tout cas, de dissuasion ou d'interdiction. Donc pour le moment, on n'en est pas à un dialogue franc et ouvert. Au contraire, Pékin considère que les demandes de transparence font partie de cette stratégie américaine d'affaiblissement de la puissance chinoise. En ce qui concerne la solidité du partenariat russo-chinois, j'ai toujours pensé, alors peut-être je me trompe, il faudra voir avec Isabelle, qu'en dépit des grandes déclarations d'amitié que chacun met en avant à chaque sommet pour justement jouer un peu renforcer son poids collectif face, entre autres, aux États-Unis, le partenariat stratégique n'est pas aussi solide et de très loin que ça, notamment en raison d'attentes qui sont assez contradictoires. La Russie, manifestement,
gouvernement est très agacé en particulier sur l'état des relations commerciales, par exemple avec la Chine, où Moscou aimerait voir Pékin un peu moins traiter la Russie comme un pays du tiers-monde fournisseur exclusif de matières premières et un peu plus ouvert à des coopérations en matière nucléaire, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par ailleurs, il y a une rivalité certaine en termes d'influence sur l'Asie centrale. Et encore une fois, au niveau stratégique, alors il y a eu évidemment cette crise géorgienne qui a montré des différences aussi fondamentales. Et puis, sur la question stratégique, on voit bien que, en tout cas, au sein d'une partie au moins de l'appareil militaire russe, la Chine constitue une menace potentielle qui doit véritablement être prise en compte. Et je mets de côté aussi toutes les tensions autour de la question des migrations dans l'Extrême-Orient russe et du fait que cette vieille crainte russe de voir l'Extrême-Orient passer du côté mongol ou moghol, c'est toute l'histoire russe qui renaît là. Et la dernière question, c'est une question très vaste, donc, mais il n'y a pas uniquement une rupture nord-sud en Chine, il y a tout un éclatement d'intérêts très divers. Et évidemment, l'intérêt économique à l'égard des États-Unis existe, notamment de la part de la Chine qui exporte, puisqu'encore une fois, les États-Unis sont le premier marché, en termes de pays individuels pour la Chine. C'est un élément très, très important du débat. Mais cet intérêt économique objectif, si on peut dire, n'interdit pas, et c'est pour ça que j'insistais sur la différence entre les intérêts de la Chine et les intérêts du Parti communiste en termes d'affirmation de légitimité, c'est que ces intérêts objectifs n'empêchent pas une montée des tensions autour notamment d'un groupe qui est lié à tout ce qui concerne les questions de défense, de sécurité et d'analyse stratégique en Chine, qui manifestement, et qui travaillent beaucoup sur les États-Unis, alors qui d'un côté ont tous leurs enfants en train d'étudier aux États-Unis et une bonne partie de leurs capitaux d'ailleurs également sur place, mais qui développent un discours où les États-Unis, on le voit dans le livre blanc, mais dans toute une série de publications, émergent véritablement comme l'adversaire, il faut utiliser le mot, de la Chine dans cette stratégie chinoise de renaissance et de retour à la puissance en Asie notamment. Merci. Laurence Isabelle. Oui, je me dépêche. Mitt Romney en 2 minutes. Non, mais déjà, pour répondre au jeune homme qui est au fond de la salle, effectivement, sur les relations Europe-États-Unis, dans ma réponse tout à l'heure, je n'ai pas parlé de l'Europe en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que l'Europe est un acteur, est passive par rapport aux États-Unis. Et donc, effectivement, l'Union européenne devrait s'affirmer, prendre un rôle, etc., pour montrer son poids et son importance aux États-Unis. Il ne faut pas rester comme ça. Alors évidemment, ça c'est un peu difficile à dire en ce moment où, précisément, l'Union traverse une crise difficile. Et alors maintenant, sur Mitt Romney, pour répondre au président de Villepin, alors, aura-t-il des critiques à la Convention du mois d'août ? Alors, c'est un exercice effectivement répété que les adversaires des primaires se réconcilient lors de la Convention. On l'a vu en 2008 avec Hillary Clinton, qui avait été extrêmement bien de ce point de vue-là, et Obama. Et normalement, c'est ce qui devrait se produire en août. Mais c'est un exercice qui est parfois difficile et qui dépend de l'hostilité que se sont montrés les candidats aux primaires dans les mois précédents. Là, ça n'a pas été très très long finalement, puisque dès le mois de mars, c'était un petit peu réglé. En revanche, cette réconciliation, elle sera rendue difficile par les grandes fractures qui existent au sein du camp conservateur. J'en ai parlé tout à l'heure, voilà, entre les différentes tendances de ce camp conservateur, et pas seulement sur les questions de politique étrangère, bien entendu, sur les questions de contrôle du déficit, de entitlement spending, etc. Mais et donc, bien malin qui peut savoir si les gens se réconcilieront cette fois-ci, puisque les oppositions de fond sont vraiment réellement insolubles. Mais je pense que d'un point de vue tactique et politique, ils réussiront à faire façade pour la victoire de leur candidat. Alors maintenant, sur Mitt Romney, c'est un candidat qui effectivement n'est pas très charismatique et qui est un peu un candidat... que les républicains
auquel ils se résolvent avec un petit peu de déception. Donc un troisième candidat, je ne crois pas dans l'état actuel des choses. On avait pensé effectivement qu'à un moment, Newt Gingrich pourrait se présenter en indépendant, mais bon, je crois que ses chances sont tellement faibles aujourd'hui que même lui ne va pas le faire. Il y a eu le maire de New York, oui, on a parlé de lui également. On a surtout parlé de l'aventure, oui, enfin, avec le maire de New York d'ailleurs, on a surtout parlé de l'aventure de American Elect, qui est en fait une tentative qu'ont fait certains groupes de monter une candidature, une troisième candidature, par Internet, qui passerait par les réseaux, par le choix de 2 candidats à la présidence et à la vice-présidence, dont l'un serait démocrate et l'autre républicain, dans le sens que les électeurs voudraient, par un vote parallèle au système institutionnel qui se produirait sur les réseaux Internet. Alors ça a soulevé un certain intérêt, ne serait-ce que parce que fonctionnellement, c'est la première fois qu'on faisait une telle expérience sur ces nouveaux médias. Les démocrates ont crié au scandale parce qu'évidemment, une telle candidature allait de toute manière, si elle se concrétisait, allait de toute manière, par sa bipartisanerie, forcément plutôt nuire aux candidats démocrates, puisque les républicains seraient beaucoup moins séduits par cette candidature, par définition faite de compromis, puisqu'ils sont beaucoup plus radicaux. Et puis de toute manière, tout ceci s'est évaporé dans l'éther, puisqu'il y a quelques semaines, l'aventure American Elect s'est close. Faute de candidats, faute de votants. Il n'y avait pas le quorum pour avoir suffisamment de votes dans tous les États pour vraiment lancer un ticket. Et puis, les relations avec la France de Mitt Romney. Bon. Alors, moi, j'adore les Mormons. Je trouve que c'est quelque chose... enfin non, mais je plaisante un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une religion qui est extrêmement intéressante et qui est très mal connue en France. D'ailleurs, l'IFRI va bientôt sortir un papier sur les Mormons, en ligne dans quelques semaines. Il y a un lien dans cette religion entre des croyances qui sont apparues au XIXe siècle, c'est assez récent, en 1830, des croyances qui sont vraiment à la limite du charlatanisme. J'espère qu'il n'y a pas de mormon dans la salle qui va... enfin, vraiment, quelque chose qui, sur le papier, semble quand même assez peu sérieux. Donc, des gens qui ont un certain nombre de croyances qui semblent quand même extrêmement étranges. Bon. Et en même temps, des mormons qui sont, je me dépêche, qui sont en même temps extrêmement dynamiques sur le plan du business, qui sont très sérieux dans leur rapport au monde, semble-t-il. Par exemple, les Mormons ne sont pas créationnistes du tout. Ils sont au contraire extrêmement séduits par la science et le rationalisme moderne. Donc, pour nous, Français, il y a quelque chose là qui se joue et qui nous semble très, très irréconciliable et qui, en réalité, fonctionne très, très bien. Donc, je parle des Mormons parce qu'évidemment, Mitt Romney a passé 1 an en France en tant que missionnaire mormon dans les années 60, événement qu'il cherche à taire le plus possible dans sa campagne, puisqu'évidemment, quand vous êtes républicain, les relations avec la France ne sont pas toujours bien vues. Et donc, je pense que s'il est élu, il aura un exercice difficile lors de ses visites en France, qui sera de faire en sorte qu'on ne lui rappelle pas ses liens avec la France, et par exemple aussi sa défense des Jeux Olympiques dans l'Utah, à Salt Lake City, où il avait fait un speech tout en français, extrêmement étonnant. Bon, mais je m'arrête là, on peut parler très longtemps de Mitt Romney. Moi aussi, je vais être assez rapide. Alors, l'objectif Global Zero, c'est vrai que c'était un élément clé du reset. Je pense que c'était une des grandes motivations pour un rapprochement avec la Russie. C'était justement d'avancer sur la voie du désarmement nucléaire stratégique. Mais je crois que la bisbille sur les antimissiles met un frein nécessairement à tout ça, puisque les Russes là, ont plutôt tendance, si on en croit le programme d'armement qu'ils ont adopté horizon 2020, c'est plutôt un renforcement de l'arsenal stratégique
qu'il présente comme une mesure asymétrique de réponse au déploiement antimissile américain. Donc je ne pense pas que ça aille vraiment dans le sens du Global Zero. Et c'est vrai que quand on a eu ce nouvel accord de désarmement stratégique, on a évidemment commencé à réfléchir à est-ce qu'on pourrait descendre plus loin. Et dans le débat d'experts russes sur la question, évidemment, à ce moment-là, la question de est-ce qu'il ne faudrait pas inclure les autres puissances nucléaires, notamment la Chine, dans les négociations, etc., etc. Mais je ne crois pas que les Russes soient très friands de cette idée non plus, parce qu'ils aiment bien ce cadre privilégié avec les États-Unis. Et je n'ai pas l'impression que pour eux, ce soit vraiment une urgence. Ce qui est important de voir, c'est que la Chine, c'est aussi un paramètre dans le positionnement russe sur la question des antimissiles. Je pense qu'il faut voir aussi que pour les Russes, ils ne peuvent pas envoyer n'importe quel signal aux Chinois par rapport à cette question-là et sur la nature des possibles coopérations avec l'OTAN. On sait que les Chinois avaient pu à certains moments mal réagir déjà sur les coopérations antimissiles de théâtre entre la Russie et l'OTAN, en estimant que c'était quand même plutôt une trahison de la part de Moscou sur ces enjeux-là. Et donc, il faut quand même voir ça aussi de ce point de vue. Sur la montée en puissance chinoise et sur le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'arrière-pensées. Je pense que pour la Russie, c'est quand même assez difficile à admettre et à reconnaître à quel point le rapport de force s'est inversé en une vingtaine d'années, même sur le plan commercial, ce que Valérie a évoqué, c'est-à-dire se retrouver un peu comme réservoir de matières premières, d'énergie de bois, de choses comme ça pour la Chine, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on formait les ingénieurs et les Chinois. Bon, c'est vrai que l'inversion du rapport de force est assez difficile à avaler, mais la Russie mise, à tort ou à raison, sur l'élaboration d'une relation qui enserre bien le rapport avec la Chine. Par exemple, sur les questions que tu as évoquées, les questions qui fâchent comme l'immigration. D'abord, je crois que les autorités russes savent très bien que ce n'est pas un si grave problème que ça, en tout cas pour l'instant. Il y a beaucoup plus de Russes en fait, qui sont allés s'installer en Chine que le contraire. Il y a beaucoup de commerce illégal et d'activités chinoises illégales dans le domaine commercial dans l'extrême-orient russe. Mais pour l'instant, ces questions-là, ils ont des groupes de travail sur toutes ces problématiques et les Russes espèrent que ça permettra d'éviter que la montée en puissance de la Chine se retourne contre eux à terme. Alors, ils ont peut-être tort, mais c'est comme ça qu'ils essayent de le voir. Et pour l'instant, ils n'estiment pas que cette montée en puissance chinoise est dirigée contre eux. Et là où ça les embête, c'est que ça peut provoquer plus de présence américaine dans le Pacifique, ce genre de choses. C'est plus de ce point de vue-là qu'ils appréhendent la question pour le moment, même si effectivement, à l'état-major, on prend en compte des scénarios avec la Chine, comme on le prend avec l'OTAN et d'autres types de contingences. Donc, ce n'est pas un mariage d'amour, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même un mariage de raison qui repose, à mon avis, sur des fondements qui sont pour l'instant assez solides, parce que les deux veulent des relations de bon voisinage, parce que chacune a des priorités ailleurs. Elles ont des intérêts communs et donc je pense que ce partenariat peut très bien durer sur ces bases-là, même si ce ne sont pas des bases extrêmement satisfaisantes. Et en tout cas, sur le mode nuisance par rapport aux pays occidentaux et par rapport aux préférences des pays occidentaux sur les grands dossiers internationaux, ça, je pense qu'on peut continuer, on peut imaginer que ça va continuer, comme on peut imaginer que les deux pays vont continuer à ne pas hésiter à se trahir de temps à autre quand ça correspondra mieux à leurs intérêts.